La mitrailleuse allemande MG34, en plus d'être une arme iconique du second conflit mondial, a eu un impact très important dans le développement des mitrailleuses légères et des fusils mitrailleurs pendant et après la guerre. La Maschinengewehr 34, bien que complexe et onéreuse à fabriquer, comme de nombreuses armes allemandes, a été remarquablement innovante et a servi pendant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale et bien après, dans des pays comme la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Norvège ou même Israël. Une fois n'est pas coutume, on va remonter un peu dans le temps, et plus précisément durant la Grande Guerre, afin de mieux comprendre la genèse de la MG34 et de son aspect innovant. Les premières mitrailleuses utilisées par l'armée allemande lors de la Grande Guerre étaient lourdes et encombrantes. La MG08 était une arme fiable, robuste, mais son poids de 65 kg en hors de marche, c'est-à-dire avec son affût et l'eau nécessaire à son refroidissement, rendait cette arme difficilement transportable. L'armée allemande va réellement se rendre compte des limitations d'une arme comme le MG08 quand les soldats vont rencontrer les fusils mitrailleurs Barr, Chauchat et Lewis, qui disposent certes d'une puissance de feu inférieure, mais qui ont un avantage tactique considérable grâce à leur mobilité liée à leur faible poids et encombrement. L'infanterie allemande va alors rapidement utiliser des mitrailleuses légères Bergmad LMG-15 initialement destinées aux forces aériennes. Ces armes sont plus légères et disposent d'une cadence de tir rapide, efficace contre l'infanterie alliée. Néanmoins, ces armes ne pouvaient soutenir un feu nourri à cause de leur tendance à surchauffer après quelques centaines de cartouches. En effet, ces mitrailleuses à refroidissement à air étaient destinées à être embarquées à bord d'avions, et leur refroidissement était assuré par le vent relatif de l'appareil. L'armée allemande doit donc trouver une autre solution. À la fin de la guerre, on essaie de modifier la MG08, notamment la version MG08-15, en remplaçant son radiateur à eau par un manchon perforé afin de lui faire perdre du poids. Une des armes, la LMG-16, a permis de défricher le concept de ce qu'allait être la mitrailleuse universelle, ou Einheitsmaschinengewehr dans la langue de Goethe. Je reviendrai sur ce concept un peu plus tard. La défaite allemande en 1918 va mettre fin au développement d'une nouvelle mitrailleuse polyvalente. Cependant, malgré le traité de Versailles qui interdisait le développement de nouvelles armes, des recherches reprennent. Comme les recherches dans le secteur de l'armement étaient interdites sur le territoire allemand, les entreprises et industriels de l'armement vont utiliser ou acquérir de nouvelles filiales à l'étranger, notamment en Suisse, afin de préparer la nouvelle génération d'armes allemandes. Cette nouvelle arme devait être légère et capable de tirer des centaines de cartouches sans surchauffer. Ces deux objectifs qui semblent contradictoires ont rapidement aiguillé les ingénieurs allemands sur la piste d'un canon rapidement changeable. Les ingénieurs allemands doivent également se pencher sur le développement d'un nouvel affût. En effet, ça ne sert à rien d'avoir une mitrailleuse légère si son affût est lourd et encombrant. Il faut donc en développer un léger, mais suffisamment stable pour permettre des tirs précis. L'entreprise Rheinmetall, via sa filiale Simpson & Co, va proposer à l'armée allemande la MG13 en 1919. La dénomination MG13 n'est pas fondamentalement correcte, car comme je viens de le dire, cette arme a été adoptée pendant l'entre-deux-guerres. Cette appellation trompeuse s'explique pour de nombreux historiens par la volonté de tromper la supervision des Alliés en faisant croire que cette arme n'était pas nouvelle et qu'elle avait été développée avant la guerre. Bien que plus légère que la MG08, la MG13 n'est pas dénuée de défauts, et l'armée cherchera rapidement à la remplacer. Un des problèmes de sa conception est le changement du canon qui est complexe et long. Pour le changer, il faut extraire le mécanisme de culasse, ce qui n'était pas une chose aisée en situation de combat. La MG13 était néanmoins une arme polyvalente, elle pouvait être alimentée par bande de munitions ou par déchargeur tambour, et on pouvait lui rajouter une grille de visée antiaérienne. Le concepteur en chef de Rheinmetall, Louis Stange, va poursuivre le développement d'une mitrailleuse universelle qui sera enfin en mesure de remplacer toutes les mitrailleuses allemandes. Le concept de la mitrailleuse universelle est le suivant. Il s'agit d'une arme capable d'être transportée et utilisée par l'infanterie grâce à un affût léger, d'être également montée sur des véhicules comme des chars, des motos ou des half-track, d'être utilisée également contre des avions grâce à son importante cadence de tir, et également de faire office de mitrailleuse lourde. Quand je parle de mitrailleuse lourde, je fais référence à la définition de l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, une mitrailleuse lourde était une arme montée sur un affût lourd pour la défense d'une position. Dans ces définitions, on ne prend pas en compte le fait que l'arme utilise la même munition utilisée par les fusils d'infanterie. Revenons donc à M. Stange, qui va développer le prototype dénommé MGS2-200. Cette arme va adopter un mécanisme différent de ses prédécesseurs, grâce à un verrouillage par galet qui va lui permettre d'avoir un canon facilement interchangeable.
Ce mécanisme sera repris par la MG34, mais on verra ça plus en détail dans la partie mécanisme de cette vidéo. Le développement du prototype se poursuit pour aboutir à la MG S3-200 qui sera adoptée par l'Autriche et par la Hongrie au début des années 30. Ces deux versions seront respectivement la MG30 et MG31. L'armée allemande va également l'adopter quelques années après, sous le nom de MG34. L'adoption de cette arme est faite de manière la plus discrète possible. Les notices d'instruction et les différents manuels techniques étaient classifiés, il était interdit de photographier ou même de dessiner cette mitrailleuse. Un affût spécial a également été développé pour cette arme. Il s'agit de l'affût Lafette qui est léger et extrêmement polyvalent. Cet affût permet d'utiliser la MG34 avec ou sans optique, tant contre des cibles au sol que contre des cibles aériennes. Il est léger et peut être transporté par un seul homme car il ne pèse que 20 kg. La production de la MG34 a été assurée par plusieurs entreprises pendant la Deuxième Guerre mondiale pour soutenir l'effort de guerre allemand. Ces entreprises sont Rheinmetall, Waffenwerke Brünn, Mauser, BSW qui sera ensuite absorbée par l'entreprise Wilhelm Gustloff et l'entreprise Steyr. On peut remarquer que la MG34 a été fabriquée tout au long de la guerre et même après, malgré la création de la fameuse MG42 qui était censée la remplacer. En effet, la MG34, bien qu'étant une excellente arme, était complexe à fabriquer, chère et nécessitait un entretien relativement important, d'où le développement de la MG42. Au cours de la guerre, des tentatives de simplification de la MG34 ont été faites. Des versions différentes ont également été fabriquées par les Allemands pour augmenter notamment la cadence de tir avec la MG34S, développée directement par Louis Stange. Il y a aussi une version destinée au Panzer avec un manchon plus épais et plus résistant. Il s'agit des MG34P. La raison principale de sa présence tout au long de la guerre est que seuls les MG34 pouvaient être utilisés comme mitrailleuses embarquées, notamment dans les Panzers. En effet, les montes et les supports avaient été conçus pour le manchon circulaire de la MG34 et n'étaient donc pas compatibles avec la MG42 qui utilise un manchon rectangulaire. La fabrication des MG34 va continuer après la guerre, car comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, l'Allemagne n'était pas le seul pays à avoir adopté cette arme. Elle était également en dotation en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Norvège et dans d'autres pays. Maintenant qu'on a vu l'histoire de la MG34, on va l'étudier plus en détail. La MG34 pèse 12 kg sans son affût et mesure un peu plus d'1 mètre. La MG34 adoptée par l'Allemagne utilise la cartouche 7,92 par 57 mm et dispose d'une cadence de tir d'environ 900 coups par minute. Voyons maintenant rapidement comment mettre en œuvre cette arme. En règle générale, le tir s'effectue en position couchée, grâce au bipied. Cette position offre la meilleure ergonomie et également plus de protection pour le tireur. On commence donc par déployer le bipied en le déverrouillant du manchon, puis on le règle en hauteur grâce à la vis de réglage. Une fois l'arme épaulée, on peut déployer les organes de visée et préparer le chargement. On insère une bande de cartouches soit en soulevant le couvercle et en positionnant les cartouches dans le couloir d'alimentation, soit en insérant la lamelle en métal qui est au bout de la bande dans la fenêtre d'alimentation. Une fois les cartouches insérées, il faut ramener le levier d'armement en arrière pour positionner la culasse en position de tir. L'arme est alors prête à tirer. On peut alors basculer la sûreté en position de tir et commencer à faire feu en mode semi-automatique si on appuie sur la partie haute de la queue de détente ou en automatique si on appuie sur la partie basse. Une des caractéristiques essentielles de la MG34 est sa capacité à changer le canon rapidement. Pour changer le canon devenu trop chaud, souvent à partir de 200 à 300 cartouches tirées, il faut reculer la poignée d'armement pour que la culasse soit interceptée par le bec de gâchette. Le tireur doit ensuite basculer le levier de sûreté sur S. Il va ensuite déverrouiller le manchon du canon, puis basculer le boîtier de culasse à 180 degrés. On peut alors retirer le canon brûlant en utilisant un chiffon ou avec le tampon amianté qui faisait partie du kit livré avec la MG34. Une fois le canon retiré, il suffit d'en insérer un nouveau et de faire le processus inverse. Regardons maintenant comment fonctionne mécaniquement la MG34. Comme la plupart des armes de son type, la MG34 tire culasse ouverte. En position de tir, la culasse est en arrière et interceptée par le bec de gâchette. Lorsque le tireur appuie sur la queue de détente, la culasse va partir en avant, libérer une cartouche de la bande de munitions, l'insérer dans la chambre, puis le percuteur va se libérer et frapper l'amorce à la base de la cartouche. Vient ensuite la phase de déverrouillage grâce au recul généré directement par la mise à feu de la cartouche,
mais également par la pression des gaz qui s'accumulent dans le cône de bouche à l'avant et qui va renforcer le recul et permettre au canon de reculer après le tir. La culasse, alors maintenue verrouillée par les 2 galets à l'avant et par 4 tenons, va être obligée de tourner et de se déverrouiller. Elle va alors commencer son mouvement vers l'arrière qui va engendrer le retrait du percuteur et commencer le processus d'extraction grâce à la griffe de l'extracteur. L'étui va alors être éjecté vers le bas. Une fois en fin de course, la culasse va repartir en avant sous l'effet du ressort récupérateur, rechambrer une nouvelle cartouche et recommencer ce processus tant que le tireur maintient la queue détente enfoncée ou tant qu'il y a encore des munitions dans la bande. Le mouvement de va-et-vient de la culasse lors du processus de tir va permettre également l'alimentation de l'arme. Grâce à un système de cam, le mouvement longitudinal de la culasse va obliger le coulisseau à se déplacer de gauche à droite et faire avancer les cartouches dans le couloir d'alimentation. Ce mécanisme sera repris par de nombreuses mitrailleuses pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Bien que moins connue que son homologue MG42, la MG34 était une arme extrêmement innovante pour l'époque. Elle était fiable, ergonomique et polyvalente. Ses seuls véritables défauts étaient sa complexité qui la rendait difficile et donc chère à fabriquer, et comme tout outil mécanique complexe, la MG34 nécessitait d'être entretenue régulièrement pour rester fiable. C'est la raison pour laquelle les Allemands ont développé la MG42 qui fera l'objet d'une future vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à la partager. Vous pouvez également me soutenir en me suivant sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. Et il y a également le Tipeee qui permet d'avoir les vidéos en avant-première et de me fournir un petit coup de main.